Des vœux, bien sûr, de bonne santé à vous, à vos familles, mais aussi à vos collaborateurs dans vos entreprises. Et puis, une bonne santé aussi à vos entreprises elles-mêmes, parce que, je le répète, c'est l'addition des entreprises, de ce que vous représentez dans le département, qui fait la première activité économique de ce département, et nous avons bien besoin de vous. Et si les élus sont là pour aider justement les entreprises au maintien et au développement, c'est justement parce que c'est l'économie de ce département, et donc c'est l'emploi et c'est la vie de ce département. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être Bachanais pour quelques heures, et j'ai envie de dire, vous êtes les bienvenus à jamais. Je vous remercie. Merci Monsieur le maire pour cette magnifique intervention. Sachez qu'on se sent très bien chez vous. Cette salle est magnifique, vous l'avez dit, c'est une histoire, donc c'est parfait. Merci. Maintenant, je vais accueillir, bien sûr, notre président d'Occitanie, Samuel Sette. Il est catalan plus que moi, parce que son père est né à Espiradagli, sa maman est encore à Rivesaltes, et il est passé, y compris par le lycée Aragour. Donc, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de plaisir d'être parmi nous. Il revit des choses différentes. Donc on va l'entendre, on va l'écouter. Et pour moi, c'est un grand moment. C'est la première fois, il est élu depuis 6 mois. Il est président délégué depuis pas tout à fait un an. Il a permis de faire la liaison entre le président Ramon, qui terminait sa mandature au 31 décembre 2019. Maintenant, il est le président à part entière. Il a une entreprise très dynamique, une école privée. Il est aussi président de la Haute-Garonne. Il a décidé de porter haut les valeurs de la CPME, de porter haut ce qu'est l'entreprise, la TPE, la PME, dans tout le département. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'engagement, il a accepté la présidence à l'unanimité d'ailleurs, quand tu as été élu, cher ami, même s'il y avait eu beaucoup de discussions avant. L'important c'est d'être là aujourd'hui. Et il va aujourd'hui nous dire quelques petits mots. Merci, Président. Oui, on peut l'applaudir, après tout, pourquoi pas. Moi, je suis content qu'il ait précisé que j'avais quelques attaches ici, sans quoi on m'aurait piégé, en dire comment va-t-il prononcer Bachas, est-ce qu'il sait ce que c'est que le Canigou, est-ce que c'est ici, ça va, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Moi, je vais être très rapide, et quand je dis ça, je suis très long, donc c'est juste... je vous remercie de me recevoir ici, et puis c'est l'occasion de voir un peu et de rappeler les bases fondamentales de notre organisation, qui, je me permets de le rappeler, a prétention et vocation à représenter 99,8% de l'entrepreneuriat français, puisque 99,8% de l'entrepreneuriat français a moins de 50 salariés et 97 et quelques pourcents a moins de 10 salariés. Rendez-vous compte. C'est-à-dire que le petit entrepreneuriat a un rôle important. Non, je ne fais pas d'opposition entre les grosses et les petites structures. Je me permets juste d'attirer l'attention de tout le monde sur des choses qu'on a tendance à oublier. C'est 57% des salariés en France, auxquels il faut adjoindre les 3 millions de travailleurs non salariés, ce qui ferait donc 75% des personnes actives aujourd'hui en France. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce qu'aujourd'hui, tout est construit, tout est établi par rapport à des grandes sociétés. D'accord? Les lois, les règles, tout est établi à partir de ces grosses structures. Et force est de constater qu'on n'est pas toujours en capacité, quand le 5 on doit payer les salaires, le 15 on doit payer les charges, le 27 ou le 21 selon la TVA, le 30 les charges complémentaires. Je sais, je vous fais du mal, mais c'est ainsi, c'est notre quotidien, il faut le rappeler. Et que penser à devoir prendre du recul pour penser à son avenir, pour penser à la transition, au changement auquel on est astreint et que parfois on subit, eh bien c'est assez difficile. Et qu'en conséquence, on est en droit de se réunir et de faire valoir nos intérêts, nos propres intérêts. J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, en conseil d'administration, rapidement 3 chiffres. Je ne vais pas vous embêter à la statistique, mais il est important de bien se les mettre en tête. Aujourd'hui, en France, le taux de prélèvement obligatoire est de 47%. C'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, en France, le taux de dépenses publiques est de 57%. C'est le plus élevé du monde derrière la Corée du Nord. Le troisième élément, c'est la redistribution. On a le pays le plus redistributif au monde. Avant redistribution, avant impôt, il y a un écart facteur 23 entre les 10% les plus pauvres et 10% les plus riches. C'est-à-dire quelqu'un qui gagnerait 1 000 euros, le plus riche gagnerait 23 000 euros. Après redistribution, c'est facteur 5. L'écart est 1 000, 5 000. Ça veut dire plusieurs choses.
Ça veut dire qu'on a un modèle social, ça veut dire que l'entrepreneuriat le finance largement, ce modèle social, et que donc on a de quoi être fier de contribuer à ces éléments-là. On a aussi le droit, comme tout citoyen, pas moins, pas plus, de s'interroger sur la pertinence et sur la qualité apportée en termes de services. Et donc là, on a un rôle à jouer. Pourquoi on a un rôle à jouer? Aujourd'hui, on fait face à quoi? On fait face à un changement de paradigme du rapport au travail. Vous le savez, nous savons tous les difficultés que nous avons à recruter, alors même que nous sommes dans un pays avec un chômage de masse. Nous voici donc en difficulté d'attirer au sein de nos TPE-PME nos salariés et de faire valoir que la marque TPE-PME est peut-être pas aussi attractive qu'elle ne l'était. Il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on se pose des questions là-dessus. Il y a d'autres questions qu'on doit se poser qui peut être considérées comme un formidable défi. C'est ce qui est le terme, pardonnez-moi, est un peu galvaudé, ce qu'on appelle la transition numérique. C'est-à-dire comment moi, TPE-PME, je fais face à ces modifications, changement de paradigme du rapport au travail, changement d'attente du client, et comment je mets en œuvre tous ces éléments-là, moi en étant tout seul, et pluribus unum, un parmi les autres, sans forcément être lié. Donc là, la réponse à apporter à ça, c'est bien évidemment cette démarche de prospective, c'est le rôle de notre syndicat, et ça ne peut se faire qu'en étant lié, en ne perdant jamais de vue que, au risque de dire des banalités, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, que si on est ensemble, c'est regrettable, mais c'est ainsi, c'est à notre capacité de nuisance qu'on sera entendu, c'est à notre capacité de nuisance qu'on accordera de l'importance à ce qu'on va dire. À nous d'avoir cette capacité de nuisance, comme simplement un élément dissuasif, comme pourrait être la bombe nucléaire, ou simplement en étant source de proposition. Je pensais à toi directement en pensant à bombe nucléaire, tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste, non? En plus, c'est pas une scission, c'est une fusion interne, ce qui te concerne. Voilà, c'est une césion 135. Bon, ça c'est du lycée Arago, ça c'est pas moi. Bon, il faut revenir sur l'élément. Merci. Il faut vraiment prendre acte de cette démarche-là. Et là, il y a un rôle à jouer, notre organisation a parfaitement un rôle à jouer dans l'accompagnement de nos entreprises sur cette démarche transition. Rappelez-vous, je l'ai dit également en CA tout à l'heure, juste un chiffre. Une étude de la BPI rappelait que 87% des petits patrons considèrent qu'ils ne sont pas concernés par la transition numérique. Et 94% d'entre eux considèrent qu'avoir un site internet, c'est la transition numérique. D'accord? Voilà le chemin que l'on a à faire. Voici les éléments qu'on doit mettre en œuvre dans la masse pour justement évangéliser nos entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Et enfin, le deuxième axe, je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, je ne ferai pas trop long là-dessus, c'est ce changement de paradigme. Comment on arrive à valoriser la marque TPE-PME, comment on arrive à mettre en œuvre justement cette démarche volontariste qui est la nôtre. Finalement, les petits chefs d'entreprise, ce sont les monsieur Jourdain de la RSE, pas besoin de label, nous on le fait au quotidien, on est au contact de nos collaborateurs, et n'importe quel entrepreneur aujourd'hui qui n'agirait pas de la sorte, finirait, comme tout le monde, à finir tout seul, parce que justement, pas en capacité de fédérer autour de lui. Donc ça implique de se poser ces questions-là, ça implique de se rassembler, et parfois sur des thématiques même avec le plus petit dénominateur commun. C'est une façon d'avancer, peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait parfois, mais en tout cas de manière crantée et irrémédiable. Voici ces éléments que je voulais vous livrer aujourd'hui quant à la joie qui est la nôtre de promouvoir cet esprit d'entreprise-là, l'entrepreneuriat dit patrimonial ou plus communément à taille humaine. Il n'y a pas de joie à être grand ou petit. Il y a simplement à prendre en considération qu'il y a aujourd'hui des règles, il y a aujourd'hui des modes de fonctionnement qui nous poussent à nous inquiéter sur l'avenir de la TPE-PME et sur la volonté que nous aurions, nous, petits entrepreneurs, à vouloir grandir en réalité par du recrutement, vu les difficultés que ça génère. Financièrement, je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre, mais techniquement aussi, puisque recruter aujourd'hui, c'est une gageure et que c'est plus un acte, si j'ose dire, c'est un sacerdoce plutôt qu'une démarche logique de développement d'entreprise. Donc voici ces éléments-là, Monsieur le Président, je ne vais t'en pas plus. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite... Non, mais ça ne suffit pas. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, l'Occitanie, c'est Toulouse. L'Occitanie, c'est Montpellier. Et puis, c'est Perpignan. Alors, ce que j'attends, toi, le Catalan, quelle est la stratégie que tu peux mettre en place pour nous aider encore à être meilleurs, à développer notre économie, notre territoire, nos TPE, nos PME? Vous m'avez prévenu, je pensais m'esquiver, ça ne s'est pas bien passé. Bon, il y a deux choses. La première, c'est qu'est-ce que moi, je vais commencer par une provocation qui est indispensable. C'est que qu'est-ce que moi j'ai prévu pour vous? Moi, rien.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour vous? En appliquant ce qu'on appelle la technique du PAC. Vous connaissez le PAC? Non, ce n'est pas le plan d'action commerciale, c'est le pied au cul. C'est-à-dire comment on va se prendre par nous-mêmes et mettre en œuvre les choses pour faire valoir nos intérêts. Alors, il ne s'agirait pas de dire c'est Toulouse, c'est Montpellier. Toulouse et Montpellier, ça existe, c'est là, c'est factuel. C'est pas moi qui ai décidé qu'on regroupe une région et qu'on en fasse quelque chose qui n'est pas à taille humaine. 13 départements, c'est pas à taille humaine, il faut être lucide là-dessus. D'accord? Le rôle de la Catalogne au sens large du terme et de Perpignan en particulier. Moi, je vais vous dire une chose. Par exemple, il y a 3 ans, on a lancé le déplacement au Consumer Connection Las Vegas. On a amené 110 chefs d'entreprise d'Occitanie pour découvrir et pour développer une inculturation du numérique. L'idée, elle est venue d'où? Elle est venue de Perpignan. D'accord? C'est notamment Laurent Gauze qui a lancé ce déplacement-là et qui a été mis en œuvre. Donc, ça veut dire qu'à Perpignan, comme ailleurs, quand il y a des idées, quand il y a des choses intéressantes, il est dans notre strict et simple et rationnel intérêt de le promouvoir et de le développer sur l'Occitanie dans un premier temps et sur le reste de la France, puisque, j'avais oublié de le dire, c'est que l'Occitanie est dignement représentée, puisque votre serviteur ainsi que d'autres personnes siègent au comité exécutif de la CPME nationale. Ce sont les 6 personnes qui décident, qui dirigent en tant que CPME l'organisation nationale. Donc l'Occitanie est parfaitement développée. Comment on va arriver à mettre en œuvre des éléments en avant du 66 et de Perpignan? Eh bien, uniquement en ne réfléchissant pas uniquement au tourisme et zones de passage. Et en fait, en arrêtant, j'allais dire habituellement, en arrêtant de se regarder à soi, j'aurais pu dire ici en arrêtant de regarder toujours le Canigou, c'est un petit peu finalement le nombril 66. Et ça, je pense que c'est un élément. Il y a des personnes de qualité, il y a des personnes de grande valeur ici, et il est de mon rôle à moi de les promouvoir pour qu'elles tirent par la suite un certain nombre de choses et que nous choisissions des filières spécifiques de développement, mais évidemment pas cantonnées à la filière viniviticole ou à la démarche touristique au sens, je le dis au sens réducteur du terme, sachant qu'il y a quand même de belles choses qui sont faites et encore des choses à promouvoir. Voilà moi comment je le vois à très court terme, comment on peut mettre en avant un petit peu les choses. Alors concrètement, ça peut se matérialiser par la mise en œuvre des projets de développement suivant les 3 axes qu'on a développés sur l'aspect syndical, service et sur l'aspect promotion de réseau et d'entreprise, mais pas seulement. Également dans le terme de production et de mise en relation, je le dis avec un terreau qui, dans l'Occitanie, n'est pas toujours bien équilibré. Hein. On a tendance parfois à fantasmer sur la présence de l'aéronautique à Toulouse. Mais l'aéronautique à Toulouse, c'est l'aéronautique. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez qu'une entreprise qui est richissime, quand elle décide de recruter des gens, je vais faire une toute petite digression de 10 secondes. Quand Airbus décide de rapatrier de Francfort un service de comptabilité, 136 personnes, ils ouvrent ce service-là. Pendant 2 ans, c'est l'impossibilité pour toutes les petites entreprises de trouver des techniciens de paye et de comptabilité à moins de 30% du prix du marché. C'est ça que ça veut dire Airbus aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul, que c'est bien, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que de grosses entreprises, quand elles interviennent sur un territoire, ce n'est pas toujours la panacée, ça n'agit pas toujours comme un engrais, ça agit parfois comme du désherbant. D'accord? Donc il faut avoir conscience de ça. Et donc il faut partir sur la base de nos propres atouts à nous. Quel est notre tissu local et comment on va pouvoir le valoriser? Et je le redis, sans se cantonner, parce que c'est parfois facile d'envisager notre beau département comme simplement un élément de passage, de facto géographique, ou comme un élément de tourisme, pour les raisons que l'on connaît. Je pense qu'il y a des choses, mais il ne faut pas s'excuser. Et donc mettre en œuvre ce PAC. Ça a été mis en œuvre, je parlais du CES, je parlais d'autres opérations, et des opérations d'incubation, de démarche numérique. Vous avez de très belles entreprises qui sont créées il n'y a pas si longtemps que ça, à 3-4 ans, et qui aujourd'hui occupent une place nationale et bientôt européenne au regard des informations que je dispose. Donc ça, il faut le mettre en œuvre. Moi, j'ai encore une autre interrogation, Président. Quelle est ta position? Nous avons le vice-président de la Chambre de commerce, nous avons différents présidents d'associations de commerçants. La problématique aujourd'hui, qui est celle qui est rencontrée au niveau national, mais qui est aussi rencontrée au niveau de l'Occitanie, les centres-villes, les commerces, quelle est ta position, quelle est ta vision? Oui, alors ça c'est un autre sujet qui en plus ne passe pas dans les radars de nos dirigeants ou des gouvernements pour une raison simple, c'est la mutation tranquille des centres-villes et la transformation et la récupération des commerces indépendants par des structures de groupes qui, donc de strict point de vue du chômage, n'a aucune incidence, mais qui d'un point de vue de la transformation au centre-ville va avoir une incidence assez radicale puisque vous allez avoir une désertification
de votre centre-ville, le tout aggloméré avec une hausse sensible de votre contribution foncière aux entreprises. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu une revalorisation des valeurs locatives appliquée en 2017 qui fait bondir entre 30 et 40% tous les secteurs 1 et 2, et donc les grands centres-villes. Et donc ça va avoir un effet immédiat. C'est le renchérissement du coût du commerce en centre-ville. Et qui pourra le supporter? Pas le commerce indépendant, et absolument les grands groupes et les grosses structures. Une fois de plus, je ne suis pas en train de faire de la dystopie et dire les grands groupes vont nous écraser, etc. Je suis en train simplement de vous dire qu'il faut qu'on soit attentif, puisqu'on parle de révolution numérique, on parle de contrôle du nombre de dimanches qu'on peut ouvrir, mais dans le même temps, comme j'ai eu l'occasion de le dire, alors ça arrive tout de suite par exemple à Toulouse, le mois prochain, vous allez avoir Amazon qui va livrer de la nourriture de 6h du matin à minuit en 1 heure dans toute la ville, alors qu'on est en train de discuter, savoir si on ouvre Monoprix à 21h ou à 22h. On pense avoir fait un bon combat en limitant à 21h. C'est pas de ça dont on parle. On est en train de parler du libraire du coin, qu'on doit protéger. Dans le même temps, je veux dire, Amazon vous livre, même le dimanche, Colissimo fait des tests de livraison le dimanche. Il y a le concept d'Expresso Book Machine, fabrication des ouvrages à la demande. D'accord? Et quand vous avez un bouquin sur Amazon, vous avez 8000 commentaires. Est-ce que votre libraire connaît plus de 200 livres? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire face. Et le militantisme, c'est-à-dire j'achète exprès à côté, ça concerne 5% à peine des clients. Sur 95%, ils agissent par facilité. Je fais une commande ce soir à 10h, elle est demain matin à mon bureau, ou elle est demain matin dans ma boîte aux lettres. Donc, on ne peut pas se contenter de militantisme, ou on ne peut pas se contenter de compter sur l'achat de proximité. On doit envisager aussi quelle valeur ajoutée on apporte à nos clients. Et ça, tant qu'on se contente de dire j'achète à proximité, eh bien on est élu de la phase fondamentale du commerce qui est quel service je rends à mes clients et en quoi moi, parce qu'il y a de la place, en quoi moi je peux être meilleur qu'Amazon, etc. Et là pareil, on ne peut pas oublier que quand on parle d'Amazon, on parle aussi de petites structures de proximité. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas Amazon contre le reste du monde. Mais c'est par contre comment nos commerces de centre-ville vont pouvoir faire face à cette forme de mutation. Et je le redis, on n'est pas en mode start-up. Quand je parle de numérisation des processus de production, c'est valable, je l'ai dit, pour un boucher, un vendeur de sandales ou un commerce. C'est pareil, c'est la même chose. Comment je rends les choses plus faciles? On ne peut pas se stationner. Comment, moi, boucher, je peux avoir mis la viande déjà prête, payée dans un frigo extérieur, et mon client, je dis ça comme d'autres choses. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels on ne s'interroge pas assez parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Aux tribunaux de commerce, ces sociétés, quand elles arrivent, elles sont cramées, elles sont explosées. On le sait très bien que les sociétés arrivent plus tard qu'elles ne le devraient et qu'on ne peut pas enclencher quelques éléments de soutien, de support. Et donc là, on a un rôle à jouer aussi. Ce rôle, c'est la création du groupement de prévention agréé, qui était prévu par une loi de 85 qui est dans le Code du commerce, et qui prévoit que les organisations patronales, et pourquoi pas la CPME et les cousins, sont qui les cousins? Ah, ça pourrait être, je ne sais pas qui vous avez ici. Vous avez l'UPE? Le MEDEF. Le MEDEF, quoi. On les identifie vite quand ils rentrent dans une salle, c'est pour ça que je regarde à ta gauche. Bon, et je pense qu'il faut se mettre autour de la table et discuter et surtout avoir une plateforme commune de discussion et de réception. Et ça, je pense que c'est un rôle important à jouer. C'est-à-dire comment aider nos chefs d'entreprise qui, par définition, n'ont pas le temps, virgule, n'ont pas envie, virgule, ont autre chose à faire, etc., etc., etc. Ça, c'est juste central, parce que si vous commencez à faire la tournée française, vous verrez que dans des villes de taille comparable à Perpignan, et c'est un peu le cas à Perpignan, certains quartiers, vous commencez à avoir un métier qui se développe, c'est celui de vitrophanie, pour faire semblant que le magasin est ouvert. Vous savez, quand le truc est vide, et à la place du alloué, on met comme si c'était allumé, comme si c'était ouvert. Il n'y a rien de pire finalement que ça. Il n'y a rien de pire. Parce que ça signe, ça pointe une forme d'échec, et je pense que personne d'autre n'a pour vocation ou intérêt à super court terme que nous, que vous, ici, à défendre ce petit commerce. Je le redis, pas en s'appuyant simplement sur le militantisme, ça ne marchera pas. En se posant les bonnes questions. Quelle valeur ajoutée pour mon client? Quelle valeur ajoutée pour mon environnement social? Quel rôle j'ai à jouer? Et là, les choses se feront naturellement. On ne peut pas compter que quelqu'un fasse exprès des kilomètres pour venir vous voir simplement par militantisme. Ça, c'est 5-10% de la population, pas plus. Une autre question. Notre département, nous le savons tous, nous avons souffert, entreprises, commerçants, TPE, nous avons souffert, nous avons les gilets jaunes, nous avons encore des manifestations. Quel est ton point de vue là-dessus? Quel est le message que tu peux faire passer,
que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, national, et quel est le message que tu veux faire passer à nos entreprises et à nos dirigeants? Je ne vais pas vous refaire la genèse des Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses passionnantes que je dis. Je veux juste, pardon pour la punchline un peu facile, mais qu'au départ, un grand nombre d'adhérents CPME étaient dans les Gilets jaunes. Et au départ, ce trop-plein de fiscalité, a fait mobiliser nos Gilets jaunes. Et si j'osais, pardon, c'est un peu facile, mais finalement, nous, on est un peu les Gilets jaunes du CAC 40, c'est facile, je l'avais dit, j'avais prévenu. Et dans cet élément-là, on se retrouve au milieu, là, avec d'un côté, on est en train de pleurer parce qu'on considère qu'on paie beaucoup de charges. Mais de l'autre côté, toutes les organisations normalement constituées comprennent que le petit entrepreneuriat, c'est pas exactement pareil, qu'on prend tous les risques. Vous avez entendu parler de toute cette tirade sur la modification de l'objet social d'entreprise. Vous savez, l'article du 133 du Code civil, celui où on vous fait partager les richesses et où on vous fait endosser seules les pertes. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Non? Vous allez en entendre parler plus ces prochainement, vous verrez. Aujourd'hui, c'est facultatif. Touchons du bois. Dans l'idée, elle est simple. C'est comment on arrive à faire face à ces difficultés, hormis qu'en se regroupant par filière au sein de l'organisation, comment on arrive à faire face à un sujet qui, un grand nombre de renseignements intérieurs rappellent qu'il y a de fortes chances pour que ces mouvements perdurent durant la présidence Macron. Donc ce concept des gilets jaunes au sens large du terme, ces occupations ponctuelles, ça, on va en bouffer jusqu'aux prochaines élections. Donc prenons acte de ça, essayons de voir. Finalement, dans l'aspect négatif, il y a eu un point positif, c'est celui que ça nous a mis en œuvre le fameux PAC avant qu'on en soit attaqué par d'autres choses. Comment je suis en capacité de refaire venir du monde en centre-ville, alors même que de nouveaux paradigmes et de nouvelles habitudes me font aller sur l'extérieur, avec des coûts qui sont différents, vous le savez peut-être pas, mais une grande surface, par exemple une grande surface de Cléra, au mètre carré, paiera moins de CFE qu'un commerce de centre-ville de la rue Torcatis. Il faut avoir conscience de ça. D'accord? Donc on est tellement bien formé et bien déterminé qu'on dit oui, c'est normal, il est dans le centre-ville. Oui, mais vous savez très bien aussi qu'un mètre carré d'une grande surface est exploité 400% de plus qu'un mètre carré d'un petit commerce. Donc ils tirent plus de chiffre d'affaires et ils ont proportionnellement moins de charges. Ça, grâce à cet outil ODET, je vais t'en parler. ODET, c'est l'Observatoire des taxes territoriales d'entreprise. C'est aussi ODET, le bon sens paysan. C'est un outil qui vous permettra de calculer à juste votre CFE. Et c'est un outil de la CPME 66 et qui sera lancé au cours de ce premier semestre. Il est en phase de test, qui est un outil qui appartient à la CPME Occitanie et sur lequel on est venu se connecter sur les bases de données de l'État. Et c'est un outil qui permettra, une fois par an, ou même te connaissant peut-être tous les trimestres, je ne sais pas, de convoquer la presse et de convoquer nos amis élus, et pour déterminer le prix au mètre carré de taxation de la CFE, puisque vous devez savoir une chose, c'est que nos élus ne déterminent pas exactement le montant, ils déterminent des taux. Il leur est très difficile d'avoir une visibilité établie. Et donc parfois, on se retrouve avec des montants, des explosions de montants qui ne sont pas forcément maîtrisés, on va dire. Sinon maîtrisés, en tout cas désirés. Et je pense qu'il sera de bon ton que le président Massas dise, une fois par an, convoquant la presse, détermine les endroits où il est de bon ton de s'installer et les endroits d'où il est bon ton de surtout se tirer rapidement, puisque, eu égard aux services qui sont proposés, la CFE, impôt de production, je me permets de rappeler, vous faites 0 chiffre d'affaires, vous payez déjà votre CFE, eh bien, viendra justement clarifier un petit peu la situation. Et enfin, comme le permet la loi, cet outil permettra aussi à la CPME 66 d'aller discuter au cas par cas et de s'interroger pourquoi telle société est en secteur 4, pourquoi celle-là en secteur 2, pourquoi celle-là bénéficie d'un abattement, mais pas celle-là. Voilà, cet outil sera mis à disposition au cours du premier semestre, il est prêt, et la CPME 66 dispose de crédits de test dès à présent. Merci Président. À la CPME nationale, nous avons maintenant section industrie, commerce, artisanat, section profession libérale. Nos avocats qui sont là pour défendre nos TPE, nos PME, que ce soit au niveau des prud'hommes, quelles que soient les différentes juridictions et procédures, aujourd'hui sont en grève. Un mot pour nos professions libérales, nos experts comptables. Alors, il a été difficile, vous le savez, de faire la distinction entre des régimes spéciaux, des régimes autonomes, et la plupart du temps, quand c'est des régimes autonomes, qui étaient, je crois dans 100% des cas, autofinancés, en tout cas créditeurs. Il y a, au national, il faut prendre en considération qu'il y a des choses beaucoup plus politiques qui se jouent
que dans les territoires. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Et je pense que c'est en prenant en considération ces éléments-là qu'on pourra modifier les choses. Il y a un petit détail technique, c'est que toutes ces professions libérales-là appartiennent à une organisation qui siège avec l'U2P. Et en conséquence, c'est cette dernière qui statutairement et juridiquement est amenée à devoir défendre ces éléments-là. Lorsque, institut personae, nous avons des adhérents qui sont venus se greffer au sein de notre organisation, alors notre rôle est de rappeler au gouvernement ce qui a été fait et ce qui est une des 6 conditions fixées par le national pour la poursuite des négociations, c'est le maintien soit des 3 axes au niveau de la retraite, sur la retraite de base, salariés du public, salariés du privé et profession libérale, auquel cas, si on n'arrive pas parfaitement à contrôler l'évolution du taux de retraite, en tout état de cause, on arrivera à contrôler le fait que les sommes dévolues et surtout les crédits permettront d'être conservés et d'être redistribués dans la profession progressivement pour contrer l'évolution du taux. En clair, si vous avez 100 € que vous devez payer 10, ça vous fera payer 5 et sera complété, abondé par 5 année après année, jusqu'à consommation parfaite et complète des éléments. Voici un des éléments sur lesquels on travaille et sur lesquels on pense concrètement pouvoir agir, étant entendu que dans ce cas-là, comme dans un certain nombre d'autres cas, le gouvernement a mis en œuvre des éléments de discussion et ouvert de la concertation. Alors la concertation de notre gouvernement, c'est le texte déjà rédigé et ensuite on voit si ça passe ou ça casse, grosso modo, à peu de choses près. Voici les éléments d'un point de vue syndical, Président. Merci. Juste le dernier point avant qu'il nous présente ses vœux, président d'Occitanie, cher Samuel. J'ai juste un petit problème, la formation. Aujourd'hui, l'an dernier, on a vécu une grande réforme. La suppression des OPCA. Aujourd'hui, nous sommes des OPCO concernant la GFOS PME qui était l'organisme, je dirais, collecteur au service de nos TPE, PME et de 54 filières professionnelles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une certaine nébuleuse. Le qualificatif a été déjà employé. Alors, dis-nous un petit peu ta vision, comment ça va se passer en Occitanie, quelles sont les grandes lignes nationales et comment on va pouvoir défendre nos commerçants, nos TPE et nos PME pour justement leur donner le moyen de mieux pratiquer la digitalisation, de mieux pratiquer la numérisation, de mieux pratiquer la commercialisation et le marketing par le biais de la formation. Tous ces fonds aujourd'hui, ils sont partis où? Mais bien sûr, ils sont partis dans la grande caisse de l'État. Mais nous oublions que cet argent, c'est l'argent de nos entreprises. Cet argent, c'est l'argent de nos salariés. Et aujourd'hui, cet argent-là, durant toute l'année 2019, où les choses n'étaient pas établies, que tout était, je dirais, dans un contexte de cette fameuse nébuleuse, cet argent-là, c'est un impôt complémentaire que nous avons payé. L'impôt payé par les entreprises et y compris sur le fruit du travail de nos salariés. Président, un mot sur l'OPCO. Oui, alors tout ceci réside sur quelque chose d'important, c'est que le système est suffisamment complexe, compliqué, pour ne être compris de personne. Ça, c'est la base fondamentale. Ce qui est en totale contradiction avec la Constitution qui rappelait que l'impôt devait être assiette large. On n'y est pas, facilement compréhensible, et donc l'emploi devait être facilement contrôlable par les citoyens. Donc aucun de ces critères n'est rempli. Je me permets juste de rappeler, et en effet, c'est bien de le préciser, la CPME avait fondé la GFOS et avait considéré qu'il était opportun d'avoir un lien de proximité avec ces entreprises. C'était d'ailleurs la seule OPCA à avoir des collaborateurs qui avaient pour mission et vocation de visiter les entreprises et de les aider à monter des plans de formation. Le gouvernement en a décidé autrement, une fois de plus, et a décidé que tous les fonds qui étaient dévolus à la formation seraient captés dans une structure qui s'appelle France Compétences, structure dont je me permets très rapidement de rappeler que même si tous les salariés et tous les patrons se mettaient d'accord, ils ne seraient quand même encore que minoritaires dans la gouvernance et dans la décision. Donc c'est évidemment une captation de notre pognon, il ne faut pas aller sans détour, et le tout pour que ça soit réfléchi sur des choses bien déterminées, c'est-à-dire l'alternance, puisque le gouvernement a considéré et a décidé que c'est par l'alternance que le chômage baisserait, et que c'est par l'alternance que notre salut viendrait. Bon, là-dessus on pourrait en discuter, mais il va se faire tard et il va être l'heure de déjeuner, on ne va pas en faire trop long. Ce que l'on peut dire, c'est que par contre, des fonds importants seront mis en œuvre sur la TPE-PME. La TPE au sens français du terme, moins de 10, et sur la PME au sens français du terme, 50. L'européen, c'était moins de 250.
Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, pratiquement, pourra bénéficier, à condition de monter des éléments sérieux et structurés, de financement, bien évidemment sur la transition numérique, et sachez que ce n'est pas réducteur, et on n'est pas en train de parler de start-up ou de créer son site ou de chaussettes chauffantes pour le ski, on est en train de parler du quotidien et de ce que l'on vit. Et là, je sais pouvoir compter sur votre président qui, d'ailleurs, siégeait à la GEFOS et siégera à l'OPCO EP, puisque c'est son nom, entreprise de proximité, pour que les entreprises aient des 54 branches correspondantes, mais on pourra servir également de discussion avec les autres OPCO en tant qu'organisation patronale, viennent justement appuyer l'ensemble des dossiers. Donc intéressez-vous à ça, c'est un investissement important, je l'ai dit, un grand d'entre vous on a pu échanger sur le sujet. Le recrutement, c'est justement un élément important. Mais ensuite, maintenir en activité et fidéliser nos collaborateurs, c'est un autre sujet. Et notamment, ça viendra par la formation. Et je pense que là, vous avez la possibilité de bénéficier de fonds, puisque c'est en sifflet, c'est-à-dire les grosses entreprises cotiseront pour les petites, d'accord ? Puisque les grosses entreprises se paieront elles-mêmes leur plan de formation. Et je pense que là, on a un rôle à jouer. Dans le cadre de la filialisation et de tes orientations privilégiées sur le département, on pourra déterminer des filières prioritaires pour faire arriver des fonds sur le 66 et justement mettre en œuvre ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire comment on se sort de cette situation et on s'enlève du carcan uniquement touristique. Juste le dernier petit mot sur le bâtiment, parce que le bâtiment dans notre département, c'est la véritable économie du territoire. C'est l'économie qui n'est pas totalement importée. Elle subit bien sûr des attaques avec des structures XY qui nous arrivent, qui traversent les frontières à des prix défiant toute concurrence. Un petit mot au président, et puis je ne reprends pas le micro, tu enchaînes, tu nous souhaites les vœux. Vous pouvez commencer à déboucher les bouteilles de Cap-de-Fouste parce que je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils se réchauffent trop. Bon, et notamment la circulation des salariés, c'est ça? Bon, il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter de tourner autour du pot. On est en Europe, et la base fondamentale de l'Europe, c'est la circulation des biens et des personnes. Donc toute personne qui vous dira on va contrôler le déplacement des flux, elle vous mentira. D'accord? On peut contrôler qu'il n'y ait pas d'égalité dans un certain nombre de choses, ça me paraît être la base, mais dire attendez, on va contrôler ci, on va contrôler ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, puisque c'est la base fondamentale de notre pays et de sa situation en Europe. Donc la situation est comment moi, avec les charges qui sont les miennes, je fais face avec un coût de revient à des structures qui, elles, n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas les mêmes coûts, et comment on met en œuvre un certain nombre d'éléments. Mais là, il n'y a pas 36 solutions, c'est comment on arrive à baisser les charges et à se retrouver dans une forme de cohérence européenne, parce que quand on parle d'harmonisation européenne, vous savez, les Français parlent, on va augmenter partout, et puis tout le reste des pays de l'Europe pensent qu'on va baisser partout. J'ai dit tout à l'heure, prélèvement obligatoire 47%, le taux moyen en Europe, c'est 34%. Ça veut dire que si on était à 34% en France, on aurait sous la pédale 270 milliards à pouvoir distribuer et à gérer les choses. Vous savez, à Toulouse, on a notamment un canal qui a été fait par Pierre-Paul Durquet, qui va jusqu'à la ville de Sète, et qui a justement quasiment inventé, le concept de l'écluse, et qui rappelle que quand on veut aller sur un niveau qui est identique, il ne l'est pas, il y a un haut et un bas, et qu'à un moment donné, il y en a un qui descend, il y a l'autre qui monte, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et notre inquiétude, c'est comment on fait face à une forme de déclassement avec une possibilité qu'on a eue il y a 30 ans en arrière et qu'on n'aura pas aujourd'hui. Par l'adaptation, il n'y a pas 36 solutions. Les vœux, président. C'était peut-être le plus important. Mais en conséquence, sur la base de tout ce qui a été dit, et on va suivre très particulièrement l'essor et le dynamisme mis en œuvre par le président Massas et par son équipe sur le 66, je ne peux que vous souhaiter deux choses. La première, c'est évidemment de ne jamais perdre de vue qu'ensemble, c'est-à-dire en prenant de son temps, c'est pas le fait de dire ensemble pour manger, c'est prenant de son temps au quotidien, en se réunissant régulièrement, en portant nos valeurs, on arrive justement à rappeler à tout le monde que la TPE-PME est la première créatrice d'emplois en France et qu'à ce titre, elle doit être traitée avec égard et respect. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième vœu que l'on peut formuler, c'est celui, justement, que nos entreprises soient en capacité
de s'adapter à ces changements. Ces fameux changements dont on parle toujours de « ils arrivent demain ». Non, ils sont là, aujourd'hui, maintenant, et nos premières entreprises doivent y faire face. Et je sais que notre capacité de résilience, parce que pourquoi on est respecté dans le monde entier? Parce que tout chef d'entreprise qui est capable de se développer en France est capable de se développer dans le monde entier. Quelqu'un qui a été capable de résister à un tel environnement hostile, à une telle agression permanente, ne peut qu'être en capacité de se développer. Dites-vous donc, et vivez ça comme un entraînement permanent. Il vaut mieux pour se le dire, pour continuer à vivre sereinement, sinon on ne dort plus la nuit. Il faut arriver à se dire, à continuer à faire ce que l'on sait faire, c'est-à-dire être des menteurs. C'est quoi être un menteur? C'est-à-dire, c'est aller voir sa banque et lui dire, voici une demande de financement, et voici mon business plan à 3 ans. On ne sait même pas ce qu'on va faire dans un mois. De quoi on parle? On parle de quoi? Dire à nos salariés, ne vous inquiétez pas, les salaires, tout est sous contrôle, le 3 sur le compte. Croix de vie, croix de fer, je crois, si je meurs, je ne sais pas où je vais. Mais l'idée, elle est que la trésorerie n'est pas là parce que le gros client n'a pas encore payé. C'est ça, cette fameuse solitude du chef d'entreprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à rompre en se réunissant. C'est-à-dire, tout nous emmène au mensonge et il faut qu'on se sorte de cette situation-là. C'est-à-dire à dire les choses en transparence, à dire à quel point il est difficile de se développer, mais en même temps, la note d'espoir là-dedans, et je terminerai là-dessus, c'est... Il n'y a pas meilleur facteur d'épanouissement que celui d'entreprendre. Et ça, c'est un élément important. Comment on arrive justement à intégrer du monde? On l'a dit tout à l'heure, j'y fais référence. J'estime personnellement qu'il n'existe pas meilleur facteur d'intégration que l'entrepreneuriat. Il faut le promouvoir. Et il est heureux qu'un plus grand nombre, année après année, de jeunes soient intéressés par la démarche d'entrepreneuriat. Moi, je n'aime pas qu'on réduise à les chefs d'entreprise. Oui, je lâche. T'es plus fort que moi. Plus? C'est pas possible. Je termine ma phrase. Et il faut qu'on se félicite de ces jeunes qui viennent d'entreprendre. Il faut promouvoir ça. Donc 2 axes. La première, arriver à se transformer. La deuxième, partout évangéliser et dire à quel point il est passionnant et intéressant d'entreprendre. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite un bon appétit. Alors, merci Christian. Merci. Et l'Occitanie est portée très haut. Et moi, me concernant, je vais vous souhaiter bien sûr tous mes vœux de santé. C'est ce que nous avons besoin, les chefs d'entreprise. Mais ce que nous avons besoin aussi, tous mes vœux, que la force économique de notre département soit solidaire et unie. Que tous ensemble, que ce soit le MEDEF, que ce soit l'UPE, l'UDP, les chambres de commerce, les chambres de métiers, nous soyons tous unis pour arriver à mettre en place une stratégie, une dynamique face aux problématiques politiques que nous subissons régulièrement, tant au niveau national. Nous devons être de plus en plus forts. Pour être forts, notre spécificité, c'est l'entreprise. Notre richesse, c'est d'être le chef d'entreprise, c'est d'avoir derrière nous des salariés. Nous représentons ce pouvoir économique et économique et social. Unissons-nous ensemble, avec notre spécificité, travaillons avec nos richesses, avec les compétences des experts comptables, des avocats, avec les compétences des mécaniciens, des gens du bâtiment, etc. Portons haut notre département a besoin de nous et je compte sur vous. Merci.